Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Blackout, le podcast qui vous parle exclusivement de cinéma à retrouver toutes les 2 semaines sur l'ensemble des plateformes de streaming. Avec moi Valentin, salut, Camille, coucou, et Leïla, salut, pour vous parler des dernières actualités cinématographiques, à savoir le très médiatisé Drunk de Thomas Vinterberg, ainsi qu'un petit point sur l'un des plus gros festivals européens de cinéma qui se tient ici à Lyon, le Festival Lumière bien sûr. Après cela, nous changerons de salle pour une autre séance avec le thème imposé spécial Halloween, ces films sur la mort avec les autres, The Crow, La Ligne Verte et enfin Rencontre avec Joe Black. Le thème du prochain épisode sera annoncé par Camille en fin d'émission. J'espère que vous êtes confortablement installés. C'est parti. Nog lang de zin af tussen God som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere end mig hentet der. Og måske ikke. Det er lidt Drunk est le dernier film de Thomas Vinterberg, ce génie réalisateur danois célèbre pour ses films Festen, Submarino ou encore La Chasse avec Mads Mikkelsen que nous retrouvons ici. Sélection officielle à Cannes cette année, Drunk nous invite à suivre 4 amis, professeurs dans un lycée, quinquagénaires désabusés, décidant de mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. Tout le monde a vu Drunk ici ? Ouais. Leïla, qu'as-tu pensé de Drunk ? Alors déjà je l'ai raté en avant-première pendant le Festival Lumière, j'étais dégoûtée, mais toutes les personnes qui l'ont vu avant moi, c'est-à-dire 2 jours avant moi, m'ont dit « Va le voir, il est génial ». Tout le monde, l'avis était unanime avant même que je l'ai vu. Donc je me suis dit « Bon, je pense que je vais aller le voir et que je vais aimer ». Et j'ai surkiffé. Tout le long, j'étais à fond dedans. Dès le début, je suis rentrée dedans. Je pense que j'ai pas eu un moment de décrochage, ce qui m'est pas arrivé depuis très longtemps. Et ouais, non, le sujet est tellement bien amené, il est tellement bien traité. Genre tout le long, moi j'étais là, j'avais envie en sortant, de prendre une bouteille de champagne et de faire la fête avec des potes et tout. Et à la fin, je me suis dit, bon, j'ai plus envie de vivre que de faire la fête, dans le sens, ça m'a pas donné envie de me bourrer la gueule ou quoi, parce que on sait bien ce qui se passe et ça montre bien tous les points... tout le négatif qu'il y a dans l'alcool et dans le fait de complètement lâcher prise et de complètement... Enfin, ils en sont arrivés à un peu dérailler, surtout un. Ah, pas qu'un peu. Ah bah, complet même. Et du coup, mais je trouve que pour le coup, à la fin, moi je suis ressortie avec vraiment ce sentiment de « Ok, il faut vraiment vivre en fait ». Et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense, il faut vraiment vivre, il faut arrêter de rester dans nos petits trucs. Si on n'est pas heureux, il faut arrêter de se morfondre. Ouais, il faut arrêter de se morfondre et même il faut arrêter d'accepter cette espèce d'état de bon, ok, c'est pas, je palpite pas, mais ok, d'accord, ça va, ça pourrait être pire. Non, il faut aller chercher justement le feu d'artifice à l'intérieur. Et non, j'ai trouvé hyper bien amené le sujet parce qu'au-delà de ça... Il y a tellement de moments hyper drôles, tellement de moments très grisants. Mais moi je suis d'accord, je vais parler de Drunk, moi je l'ai répété plusieurs fois, j'avais mon top 5 de l'année qui était bien établi, j'ai l'impression que Drunk est arrivé en mettant un coup de pied dans la fourmilière. Aïe. Pour moi il y a vraiment du génie dans Drunk, c'est-à-dire qu'au sens propre, l'écriture est impeccable, il y a une résonance, il y a une vraie résonance sourde, profonde, lourde de sens dans tout le sujet du film, la manière dont c'est fait. Ça traite de la crise de la quarantaine et ça traite de la vie en général, vraiment. Et je trouve que le film a une justesse incroyable. C'est un film qui est réaliste, c'est pas un film qui est naturaliste pour autant. Ça tente beaucoup de choses. La scène où Mads Mikkelsen danse à la fin est incroyable. Mais la mise en scène est fabuleuse. Et le film est filmé en caméra épaule. Et on n'a pas fort l'impression, on pourrait se dire, c'est tellement bien fait et tellement précis qu'on a l'impression que ça a été filmé comme ça, un peu hasardeux, de manière documentaire. Alors que la mise en scène est millimétrée, tout est ultra précis. Et c'est tellement précis que on a l'impression que c'est pas mis en scène presque. Et je trouve ça fabuleux parce que pour moi le film voilà c'est de la vie. Pour moi le film il y a une mise en scène, une vitalité et une énergie incroyable. Le film traite de beaucoup de choses, voilà, la mort, la relation amoureuse, cette envie de danser, de casser, de revivre, de tout laisser tomber. Et Vinterberg a tourné ce film juste après la mort de sa fille, donc son enfant qui est mort. Et le film en fait on sent, et le film résonne énormément dans la période actuelle aujourd'hui dans laquelle on est tous, parce que le film, c'est des personnes qui, après une sorte de crise, de dépression, tout ça, ont envie de vivre. C'est un besoin de vivre, une nécessité de sortir et de se mettre à revivre. Et moi, je trouve ça incroyable. C'est un film sur l'envie, le besoin de passion, de risque.
c'est une énergie folle, décapante, et c'est le besoin, l'envie, la nécessité de liberté. Pour moi, Drunk, c'est passionnant. On verra dans quelques années, mais pour moi, tout, y compris le contexte dans lequel le film sort, c'est-à-dire la privatisation de liberté, tout dans le film fait que il sort à la bonne période pour en faire un chef-d'œuvre, et c'est un vrai chef-d'œuvre. Il y a une maîtrise incroyable, une virtuosité. On peut ne pas apprécier le genre dans lequel s'inscrit le film, mais c'est frappant et terrifiant de talent, et ça frôle vraiment le génie. Les acteurs sont hyper bons. C'est ça, ouais, je vais pas répéter tout ce que vous avez dit parce que je suis totalement d'accord, mais oui, les acteurs, le casting vraiment est incroyable. Mads Mikkelsen, je disais à Lucien avant, je l'ai dit, Mads Mikkelsen n'a pas de charisme, il incarne le charisme, c'est impressionnant comment il passe toutes ses émotions. On a vraiment l'impression d'avoir dans ces 1 heure, le film, je sais plus combien de temps il dure, dans ces 2 heures à peu près, presque 2 heures, vraiment, on a vraiment une sorte de condensé d'une vie, avec tous ces passages merveilleux et en même temps tous les points négatifs qu'il peut y avoir, et c'est ça qui est très fort. Les 30 dernières minutes, c'est vraiment très difficile de pas avoir le sourire en permanence, quoi. C'était vraiment très très fort. Et c'est très très juste, donc ça parle directement. Même le moment où il reçoit le texto de sa femme qui lui dit « Moi aussi tu me manques », machin, il t'a le sourire parce que c'est juste, c'est vrai en fait. Bien sûr. Et ça résonne en nous. Camille, qu'est-ce que tu as pensé de Drunk ? Avant d'aller le voir, ça donnait très envie, rien que l'affiche, juste le sujet en fait. Rien que le titre et l'affiche donnent vraiment envie parce que c'est... L'alcool, c'est le sujet de l'alcool, de l'alcoolisme en général, c'est un sujet, nous jeunes, c'est un peu cliché de dire ça, mais que tout le monde connaît. Partout, tout le temps dans la vie, c'est un sujet à part et en même temps, tout le monde connaît sans vraiment le connaître. Enfin, je sais pas, il y avait ce côté-là un peu... ça parle à tous. Et avant de voir le film, je me suis demandé, est-ce que ça va tomber dans le cliché de... ça va être un film sur les jeunes, uniquement sur les jeunes qui boivent de l'alcool et qui, en gros, c'est mal. Enfin, j'avais peur... Je me posais la question, est-ce qu'ils vont tomber dans le cliché de « Ah, c'est mal, l'alcool ?» ou est-ce qu'au contraire, ils vont faire l'apologie de l'alcool ? Donc je me suis dit, c'était l'un ou l'autre. Je me dis, est-ce qu'ils vont tomber dans ces deux extrêmes ou pas du tout ? Et non, au contraire, ils tombent pas du tout dans l'extrême, c'est hyper mesuré. Il y a un côté très sage, pas dans le sens sage gentil, mais dans le sens... ils font pas la morale. À aucun moment, je trouve qu'il y a de jugement sur qui que ce soit. C'est juste, ils nous montrent 4 hommes, enfin surtout 4 hommes, qui expérimentent des choses par rapport à l'alcool. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit 4 types de dénouements différents. Que vous verrez si vous voyez le film, et du coup ça fait pas une généralité sur l'alcool, et c'est ça qui est, je trouve, passionnant, qui est juste et sage, c'est qu'à aucun moment ils nous disent c'est mal ou c'est bien, ils nous disent regardez tout ce qui est possible. C'est-à-dire que moi je me sentais justement la caméra elle tremblait de plus en plus les personnages étaient alcoolisés. Et du coup, quand ils étaient très très alcoolisés, la caméra elle bougeait énormément et on sentait à leur place. Et après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ça flanche pas encore plus que la caméra. J'aurais aimé me sentir... Parce qu'à vraiment, à des moments, j'avais le tournis. Et j'aurais aimé avoir encore plus le tournis. Encore plus, ouais. Okay. Et voilà. Mais après, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est qu'au contraire, ça se voit que c'est mis en scène et que c'est extrêmement millimétré. Et que c'est extrêmement bien choisi et géré, quoi. Ce que tu dis sur l'ivresse, tout ça, moi, vraiment, c'est la dernière scène. Et je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que la dernière scène est fabuleuse et incroyable. Mais en fait, c'est vraiment ce qui a apporté le film à son... Enfin, voilà, pour moi, tu te dis c'est super bien. Il y a cette scène, tu te fais ok, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Vraiment, il est allé au bout, je pense. Ah ouais, non mais c'est ça. Et puis je voulais revenir sur un petit point, c'est que moi je pense que c'est un film que je vais vraiment essayer de revoir, et je pense que je vais le revoir de genre peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, mais je vais essayer de le revoir parce qu'il y a plein de moments où en fait, vu que c'est des profs d'histoire, de philo, de machin, il y a plein de petits moments où il y a des pensées, des petits trucs qui sortent comme ça, et tu te dis oh putain, et tu sais, j'ai l'impression qu'on nous envoie plein de petites réflexions à la gueule. Je trouve que ça nous fait vraiment réfléchir sur la vie en fait. Et voilà pour Drunk, je pense qu'on peut tous être d'accord pour vous conseiller d'aller voir Drunk. Empressez-vous d'aller le voir au cinéma. Une super musique, ouais, au cinéma, c'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est vraiment le film qu'il vous faut dans le moment dans lequel la période qu'on traverse, c'est vraiment le film que vous devez voir, vraiment à ne pas manquer. Nous déclarons selon moi, c'est le meilleur festival de France. Le Festival Lumière se tient à Lyon depuis 2009, festival parmi les plus importants en Europe. Nous proposons une sélection de films rares, restaurés, de grands classiques sur grand écran, d'avant-première, de masterclass et un prix annuel, respectivement remis à Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach,
Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Martin Scorsese, Catherine Deneuve, Wong Kar-wai, Jane Fonda, Francis Ford Coppola et enfin les frères Dardenne cette année. Le festival accueillait en plus cette année l'ensemble des avant-premières des films sélectionnés au Festival de Cannes 2020 qui n'a pas pu se tenir, autant dire un événement à ne pas manquer. Petit résumé de notre festival. J'aimerais commencer, si ça vous dérange pas. Moi cette année du coup j'étais bénévole au festival, donc j'ai eu la chance de pouvoir voir plusieurs films, de pouvoir assister au début de masterclass, mais voilà, globalement voilà, j'ai vu plusieurs films, j'ai vu L'Enfant des Dardennes, Le Président de Verneuil, Les Moissons du Ciel de Malik, Laura de Preminger et plusieurs autres films, mais il y en a vraiment un dont j'ai envie de parler. C'est un film que j'ai vu en avant-première, qui était présenté pour une avant-première à Cannes, qui s'appelle Last Words, de Jonathan Nossiter. Et c'est un film que j'ai trouvé fabuleux et dont je vais vraiment vous parler en 1 minute. C'est un film qui est sorti la semaine dernière, je crois, et qu'il faut vraiment absolument aller voir, et je vais vous expliquer pourquoi. And shoot them, then they remain forever. Moi, me fais un seul. Moi, me fais long. Last Words de Jonathan Nossiter nous entraîne en 2085 alors que la Terre est devenue un immense désert sans électricité ni machine. Dans les décombres d'un monde ravagé par la maladie, une poignée de survivants décide de construire une caméra à pellicule pour filmer les derniers instants de l'humanité. Ça va être court, vraiment, mais je vous en supplie, allez voir Last Words. Moi j'ai mis énormément de temps à rentrer dans le film, c'est-à-dire que le début est un peu laborieux, on sent parfois un peu le manque de budget du film sur certains plans très larges. J'ai même pensé à sortir de la salle au bout de 10 minutes, de 15 minutes, parce que j'avais vraiment du mal à rentrer dedans. Et putain, qu'est-ce que j'ai bien fait de rester. Si vous faites l'effort de passer cette exposition sombre, un peu maladroite, distordue, le film s'ouvre et ça devient vraiment magique. Comme dans certains romans où les premières pages sont un peu difficiles et le reste est fabuleux. Pour moi, il y a quelque chose dans Last Words qui est visionnaire, qui est prophétique, il y a une poésie folle, c'est une ode à l'art et au cinéma, il y a une puissance du propos, c'est-à-dire que le film traite de la fin de l'humanité, suite à une maladie de tout, et dans la période qu'on vit, il y a une résonance incroyable. Last Words, c'est un film qui m'a hanté longtemps, plusieurs jours. Il y a des plans incroyables de ces restes de l'humanité qui regardent des restes de films sur un écran tendu sur les ruines du Parthénon, et c'est un immense choc. Il y a des vues sublimes de ces ruines de l'ancien monde qui s'éteignent un petit feu. C'est choquant de réalisme, de poésie et de vérité. Il y a un discours philosophique sur la portée de l'art, sur le cinéma, une sensibilité incroyable. Et au cinéma aujourd'hui, il y a de plus en plus de films dystopiques. Le dernier film de Casey Affleck, plus le temps passe et plus je me rends compte que j'ai vraiment pas du tout aimé. Mais Last Words est à des milliers de kilomètres, je trouve, de tout ça, et il arrive vraiment à se creuser une singularité qui est ultra intéressante, avec peu de budget, et il y a une vérité vraiment criarde, c'est très très juste. Il y a une mélancolie, une nostalgie qui moi m'a provoqué vraiment des frissons. Et pour moi, Last Words, c'est un film qui va prendre, je pense, beaucoup d'importance dans les années à venir, dont on reparlera parce que il a été tourné avant l'épidémie de coronavirus et aujourd'hui il a une résonance incroyable. Et je pense vraiment que c'est un film à ne pas manquer. Moi, c'est un film qui m'a donné aussi de l'espoir parce que je trouve qu'il y a un propos sur l'art qui est incroyable, et sur le cinéma, voilà, quand on a tout perdu, il reste encore l'art, il reste encore la création. Et pour moi, voilà, si le festival de Cannes s'était tenu cette année, je pense que Last Words aurait pu être un sérieux prétendant à la Palme d'Or. J'ai vu La Permission de Melvin Van Peebles, qui est un réalisateur américain. Il avait tourné ça en France parce qu'il pouvait pas le tourner en Amérique parce que c'est un réalisateur noir. Et du coup, il a été tourné, je crois, dans les années 60. Donc, c'est une période très compliquée pour les réalisateurs noirs de tourner des films et d'avoir de l'argent. Et donc, ça traite de ça, de la ségrégation et tout. Je trouve qu'il a vraiment vieilli. Et ouais, j'ai vu À bout de souffle, qui est le premier de Godard et qui est un film très important pour la nouvelle vague et tout. Et donc, je l'avais pas vu. Donc, j'étais contente de le voir sur grand écran. C'était cool. J'ai vu Les Pianos mécaniques de Juan Antonio Bardem, qui est un film pareil, années 60, avec Mélina Mercouri. Ensuite, j'ai vu Garde à vue de Claude Miller. C'est, je crois, le dernier film dont le scénario est écrit par Michel Audiard. Incroyable. J'ai vu Falch, le premier film des Dardennes, parce que j'ai vu aucun film des Dardennes à part celui-là, et je me suis dit putain, c'est les prix Lumière et j'ai vu aucun film, donc je vais essayer. Donc j'ai vu Falch, qui est leur premier. J'ai vu Festen, le premier de Winterberg. Génial, et au cinéma, incroyable. Mais une ambiance incroyable. J'ai vu The Indian Runner
Le premier film de Sean Penn avec Viggo Mortensen dedans. Viggo Mortensen, mais magnifique, incroyable, il crève l'écran, fou. Ensuite, j'ai vu Captain Fantastic, présenté par Viggo Mortensen. J'aime beaucoup Captain Fantastic, incroyable aussi, vraiment. Oh là là, en cinéma, c'était génial et c'était super. Et en dernier, j'ai vu Last World. Donc j'ai vraiment vu pas mal de films et j'étais hyper contente de faire ça. Et puis je tiens à dire, ah oui non, et j'ai vu La Strada de Fellini aussi, mais très beau. J'en ai pas vu autant que vous, mais j'aimerais bien parler de Eve, de Joseph Mankiewicz. After all you've said, don't you know that part was written for Margot? It might have been 15 years ago. It's my part now. C'est un film qui a été fait à la même période que La Rivière Rouge de Hawks, que j'ai vu aussi au Festival Lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que dans La Rivière Rouge, dans La Rivière Rouge, c'est un film uniquement avec des hommes, il n'y a que 2 rôles de femmes, et les femmes sont extrêmement... c'est vraiment des objets un peu. Et c'est en western, hein, donc c'est des codes particuliers aussi. Voilà, donc, bon. Et Yves, à côté de ça, qui a été fait vraiment, je crois, à quelques années de différence, au contraire, les femmes sont beaucoup plus subtiles, les rôles de femmes sont beaucoup plus subtils, et c'est vraiment un film sur l'émancipation aussi des femmes dans le milieu un peu de l'art et du cinéma, dans le sens où elles prennent leur rôle en main, même si malgré tout, il y a toujours un fond derrière, où c'est les hommes qui les contrôlent et qui mettent des barrières. Et ce que j'ai aimé, c'est surtout les performances des acteurs et des actrices, des caractères des femmes que j'ai énormément aimé. Mais c'est vraiment un film que je conseille pour le scénario, qui est vraiment intéressant et qui nous parle, nous, parce que ça parle de cinéma et d'art et de théâtre. Il est très très beau. Les Moissons du ciel de Terrence Malick, qui est vraiment particulier et incroyable aussi, que j'ai énormément aimé. Mais parce que il y a beaucoup de ressemblances avec La vie cachée. C'est un film qui était à Cannes l'année dernière. Voilà. Donc il y a une grande ressemblance déjà dans le thème, c'est-à-dire le monde agricole, les fermiers, et donc ces plans dans les champs à perte de vue aux États-Unis, où les plans, déjà la nature est splendide. Et que tout le long du film, en fait, on voit juste la vie de ces gens. Et pourtant, on s'ennuie pas une seconde. C'est ça qui est dingue. C'est qu'ils passent... c'est ce que j'avais dit un peu avec Lucien, c'est que il n'y a pas des scènes, mais il y a que un peu des entre-scènes. Où, en fait, on a l'impression que toutes les actions vraiment primordiales, ils les coupent, ou ils les évoquent, mais on voit vraiment, et ils développent uniquement les passages de la vie de tous les jours. Les passages que normalement quelqu'un couperait. Voilà. C'est-à-dire les passages entre 2 dialogues, les passages de marche, de transition. Il fait beaucoup ça, Terrence Malick. Et pourtant, c'est pas ennuyant une seconde. Le film est court. Hein. C'est un Terrence Malick très court. Le film dure 1h45. Hein. Ouais. Oui. Mais il est... 1h30 même. Il y a une douceur et on dirait une balade. Pour moi, c'était une balade, même si ça finit pas comme... Enfin, ça finit assez trash, mais c'est une balade où on prend le temps de... C'est pas un film de cinéma, c'est un film de vie. J'ai l'impression que c'est très réaliste, sans que ça fasse documentaire du tout, mais c'est vraiment, il capture des moments qui sont très réalistes et de vie. Tout cela porté par la très belle musique d'Ennio Morricone. Tout à fait. Et voici pour l'actualité. Chaque semaine, un chroniqueur ou un invité propose un thème et pour y répondre, chacun d'entre nous choisit un film sur lequel nous débattons. Le thème de la prochaine émission sera annoncé par Camille à la fin du podcast, mais ce soir, place au thème commun spécial Halloween, c'est Films sur la mort. Vous êtes bien installé? Bon, je commence. Comme vous le voyez, le ménage a été assez négligé depuis que les domestiques ont disparu il y a 8 jours. Que le monde de l'au-delà rencontre parfois le monde des vivants. Il y avait des voix, un petit garçon, il parlait avec 2 femmes. Je les ai entendus tous les 3. Maman, regarde. Les Autres ou The Others est un film d'Alejandro Amenábar, réalisateur espagnol parmi les plus connus et respectés du cinéma contemporain, derrière les célèbres Mar Adentro avec Javier Bardem, ou encore le génial Abre los Oros, adapté par le cinéma américain en un remake sous le nom aussi célèbre de Vanilla Sky. Si vous pensez que Vanilla Sky est bon, voyez le film original Abre los Oros et vous pourrez plus voir la gueule de Tom Cruise. Les Autres donc nous racontent l'histoire de Grace, incarnée par Nicole Kidman, une jeune femme pieuse qui vit avec ses 2 enfants, Anne et Nicolas, dans le New Jersey de 1945. Atteints d'un mal étrange, Anne et Nicolas ne doivent en aucun cas être exposés à la lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir obscur, tout rideau tiré. Un jour d'épais brouillard, 3 personnes frappent à la porte du manoir isolé en quête d'un travail.
Grace, qui a justement besoin d'aide pour l'entretien du parc, ainsi que d'une nouvelle nounou pour ses enfants, les engage. Dès lors, des événements étranges surviennent dans la demeure. Donc on va faire une première partie très succincte sur le film sans spoiler, en détaillant rien de l'histoire, et ensuite une partie avec spoiler pour les gens qui ont déjà vu le film. Voilà, pour moi, The Other, c'est un film que j'ai découvert quand j'étais au collège, c'est une prof qui nous l'avait montré en cours. Qui montre ce Ma film prof au de français, collège? elle nous l'avait montré au collège. C'est vrai, au collège. En 5ème, 4ème, parce qu'on travaillait sur le fantastique. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. C'est un film que j'avais pas revu du tout depuis la période où je l'ai découvert pour la première fois. Et plus qu'un film fantastique / horreur, pour moi c'est un film à twist incroyablement intelligent, anxiogène. L'écriture et l'atmosphère est parfaite. Et il y a un retournement de situation qui est fabuleux. Très original. Je vais assez peu parler sur le film parce que c'est difficile d'en parler sans en dire trop. Mais globalement, pour moi, The Other, c'est un scénario brillant, assez peu de dialogue finalement, tout dans la suggestion et le non-dit qui crée une angoisse palpable. Il n'y a pas de gros effets spéciaux, c'est un huis clos, c'est sobre, efficace. C'est vraiment glaçant quoi. C'est un film fantastique horreur mais aussi un peu thriller parce que le film se propage un peu presque comme une enquête finalement où on va vers la révélation finale. Les personnages sont ultra intenses, la psychologie des personnages est très intéressante je trouve et ainsi que leurs relations et je trouve les acteurs formidables comme disait Valentin tout à l'heure sur le trajet pour enregistrer le podcast. Quel gâchis Nicole Kidman aujourd'hui. Quel gâchis, c'est-à-dire que elle est fabuleuse dans les autres. Et aujourd'hui, ça fait longtemps quand même qu'on la voit plus dans des grands rôles comme elle avait pu avoir. Et les enfants sont incroyables aussi. C'est vrai que je suis très curieux d'entendre un avis, d'abord sans spoiler du tout, un avis rapide de chacun. Et je vous donne un conseil. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'avez pas vu les autres, foncez, voyez-le, ne regardez pas de trailer, ne regardez pas de bande-annonce, ne lisez pas d'articles, foncez les yeux fermés et ça en vaut la chandelle. Ça fait un peu peur quand même. C'est le but. Hein. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de les autres ? Eh bien personnellement, je suis très froussarde et du coup j'ai vraiment eu du mal à le regarder d'une traite parce que j'avais vraiment très peur. Même si en soi, quand on l'a regardé, après coup on dit en fait non, ça fait pas si peur que ça. Du coup sur moi ça a vraiment marché et malgré que ce soit même si je suis pas très j'aime pas énormément les films justement où ça joue sur l'angoisse extrême du spectateur, pour le coup c'est vrai que le scénario est incroyable et les enfants sont incroyables, il n'y a pas une faute de jeu pour ces enfants qui ils sont incroyables, ils sont parfaits et ça c'est dingue. Et l'image est magnifique, le scénario est incroyable, c'est un très très bon film, mais du coup qui, je pense, n'est pas quand même pour tout le monde. Moi ça me choque un peu que tu me dises que tu l'as vu au collège parce que une angoisse. Bah oui, c'est là en fait. Moi j'ai bien flippé aussi. Hein. En fait, le film d'horreur, moi je sais pas trop si j'aime bien parce que j'aime bien dans le sens où ça me fait peur et je me dis qu'en fait, du coup, le réalisateur a très bien réussi son coup quoi. Tu as aimé toi Valentin ? Moi j'ai vraiment adoré, ouais. À des moments je trouve l'ambiance ça faisait un peu Hitchcockien. Avec la musique, et même Nicole Kidman, ça se passe dans les années 40, la manière dont elle est coiffée, ça fait un peu blonde Hitchcockienne. Mais Amenabar, dans des interviews, c'est revendiqué d'Hitchcock, et c'est là où je dis le film rejoint presque le thriller. C'est-à-dire que je suis d'accord, c'est très Hitchcockien. Du coup, ouais, j'ai vachement bien aimé. Leïla ? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Et moi, j'aime pas les films d'horreur pour faire peur, dans le sens ceux où il y a des screamers, des machins. Ouais, c'est ça. Bah là, il y en a un ou deux, mais sinon, vraiment, c'est pas du tout, pas du tout central dans c'est quand même, c'est assez fin. Enfin, c'est bien. Bon en fait, il y en a un ou deux, ils sont tellement rares que c'est bien quand fait. ils sont là, ils sont bien faits. Mais les films angoissants, comme celui-là, vraiment j'adore, parce que j'adore être dans ce truc d'être dans mon canapé, de regarder le film et me dire oh putain, qu'est-ce qui va se passer, et c'est vraiment ce qu'il y a eu tout le film. Et ouais, le twist est incroyable, et non, j'ai beaucoup aimé, et je le conseille en vrai parce que c'est un bon film, c'est un bon film. Et c'est intéressant parce que c'est un film d'horreur qui va déconstruire sa propre peur. Exactement. C'est la première fois où on sort d'un film d'horreur comme ça, sans avoir où peur, je me dis j'ai pas peur parce que par rapport au thème de la mort, ce qui est intéressant, c'est que c'est très ambigu et que ça se construit petit à petit. C'est très bien construit. Du coup, ça, on ira dans les spoils, mais sur le thème sur la mort, c'est très particulier par rapport aux autres films. Ok, ça nous démange tous, on passe à la partie spoiler. Non, et en fait, le truc, c'est que moi, on y a réfléchi direct quand on est sorti du tournage de l'épisode 1. Et avec Valentin a tout de suite eu l'idée de The Crow, moi j'ai eu l'idée de The Others. Et c'est vrai que
En fait, c'est marrant parce que de le classer du coup dans les films qui parlent de la mort, en fait, c'est spoiler le twist final d'une certaine manière. C'est-à-dire que en le classant déjà là-dedans. Non. Et la mort, elle est présente même, je trouve, dans La maladie des 2 enfants, où ils sont condamnés dans le noir, dans un vieux château, et il y a vraiment une menace de la mort si jamais ils sont en contact de la lumière, qui est flagrante. Ouais, qui pèse tout le temps. Dans le film. Et même d'ailleurs, ils ont une couleur un peu cadavérique comme des vampires. Bah, logique, hein. Donc pour moi, il y a une menace constante, même dès le début. À partir du moment où déjà le père est parti à la guerre aussi, la guerre, la mort, la maladie, la mort. Et la mise en scène est formidable parce qu'en fait, comme disait Valentin, le twist final quand il arrive, on est presque là en mode mais pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé depuis le début ? Ultra intéressant. Moi, le retournement de situation, il m'avait complètement mindfucké. Il y a un côté très espagnol, je trouve, dans la réalisation. C'est marrant parce que c'est un film semi-américain, semi-espagnol, et il y a un côté très espagnol dans la réalisation, c'est-à-dire que tu sens tout l'imaginaire espagnol, tu sais, des tableaux, même des tableaux de Goya, etc., avec cette lumière. Il y a un côté très sombre, un côté très désaturé, avec les chandelles, il y a des couleurs très précises, c'est du gris, des teintes de jaune. Même le générique au début, voilà, il y a quelque chose de très tableau en fait qui se crée, et il y a une atmosphère incroyable. Je trouve que le film est très sensoriel en fait, très palpable. Il joue beaucoup sur le son, sur les éléments et sur les sens. Vous voyez la scène avec le piano, la scène, le brouillard épais, même la pellicule. Voilà, c'est tourné en pellicule. La pellicule donne de la texture. Tu vois, tu parles de la brume. En fait, il y a des moments, tu te dis mais c'est absurde. Et pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Quand elle essaie de s'enfuir, qu'il y a un amas de brume, elle trouve son mari. Tu fais ok, mais au final, tu n'es pas plus choqué que ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on se demandait, mais pourquoi lui il retourne là-bas ? Pourquoi il retourne au front ? Et en fait, il dit je retourne, alors que la guerre est finie. C'est parce que le corps ou l'âme ou le fantôme reste à l'endroit où il est mort. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès qu'il sort de sa zone où il est mort, il n'y a plus rien, il peut pas. Lui, il est entre la mort et la vie, le mari. L'âme est condamnée. Pour moi, il est mort. Mais il a comme le droit, entre guillemets, de retourner dire au revoir à sa famille, mais il est obligé en tant qu'âme errante ou quoi, de retourner sur le lieu de sa mort. Marie, qui est joué par Christopher Eccleston, qui joue dans The Leftovers, qui est un acteur que j'adore. Lui, le mari ? Le prêtre dans The Leftovers. Oh ouais ! Bah oui. Moi, je voulais dire un truc aussi. L'ambiance marche hyper bien. Autant l'ambiance, le jeu est génial. Le truc de toujours refermer les portes derrière soi. Le truc des portes, c'est marche. Du coup, à chaque fois, bien. quand il y a un problème, elle a ses clés, tout est fermé. Vraiment quelque chose. Et puis il y a 2 fois dans le film où elle oublie de fermer une porte derrière. Et moi, à chaque fois, j'étais en mode. Non, il y a une fois où elle y retourne pas. Il y a une fois où elle oublie de fermer une porte, elle y retourne pas. Et c'est pour ça, en fait, parce que le film, c'est ça qui est ultra intelligent, c'est que le film t'instaure des codes. Et après, ces codes, il te les ressasse tellement que toi, ça te rentre dans la tête comme ok, c'est comme ça. Et quand le film ne les respecte pas, toi, tu perds tous tes sens et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Et moi, j'aime trop ce truc de la porte, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le film va te dire il faut tout le temps fermer les portes, il faut tout le temps. Et toi, tu l'enregistres. Et donc, du coup, le simple fait de ne plus fermer une porte, c'est un truc qui directement est ultra angoissant. Alors que c'est tout con. Mais c'est parce que le film t'instaure des règles et quand lui, il les suit plus. Toi, tu commences à paniquer. Du coup, l'ambiance marche super bien, tout marche hyper bien. Et en fait, il y a 2 twists. Il y a le gros twist à la fin. Mais moi, je croyais... J'ai pris un mini twist pour le gros twist. Avec Mills, Madame Mills, Turtle et la jeune fille. Quand elle trouve les photos de eux morts... Et qu'elle se dit, elle se dit, oh putain, eux aussi ils sont morts comme dans l'album qu'elle avait trouvé. Et qu'après, du coup, on les voit arriver dans la forêt, tous les 3 comme ça. On a l'impression que c'est les grands méchants. Ouais, et moi je me suis dit, oh putain, mais en fait, c'est eux, ils sont morts, mais oh là là et tout. Et à la fin, quand on découvre que la famille est morte, parce que elle a tué ses enfants et elle s'est tuée aussi, et que en fait, les intrus, c'est une famille de vivants qui sont venus dans cette maison qui est hantée. C'est eux les fantômes. C'est eux les fantômes qui hantent la maison. Et là, je me suis dit, waouh! Bon, je conclus sur les autres. C'est formidable. Allez voir les autres. Si vous n'avez pas écouté la partie spoiler et que vous avez jamais vu le film, foncez, c'est admirable. Et ça vaut le détour, vraiment. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le parce que il y a plein d'éléments et c'est un film qui est sorti il y a 20 ans maintenant, quasiment 19 ans. Et dites-nous ce que vous en pensez. Et c'est un film qui a pas vieilli et c'est un film qui vaut vraiment le coup d'œil et qui est toujours très original et très singulier dans le paysage des films d'horreur, même aujourd'hui.
après tout ce qui a été fait après ce film, il reste encore singulier et original. Et non, c'est très très bon et la mise en scène est incroyable. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice et redresser les torts. The Crow est un film réalisé par Alex Proyas en 1994. Adapté d'un comic book de James O'Barr, il raconte l'histoire d'Eric Draven, interprété par Brandon Lee, et Shelley Webster, un jeune couple sauvagement assassiné par une bande la veille de leur mariage. Un an plus tard, un corbeau va ramener Eric à la vie. C'est dans une ville plongée dans l'obscurité qu'Eric va tenter de venger Shelley. Adapté d'un comic book, le film possède une esthétique assez particulière. Une esthétique gothique à la limite du surnaturel. Par exemple, la ville en permanence dans l'obscurité, le ciel rougeâtre, sans horizon, de la brume qui est vraiment constante dans les plans assez larges où on peut voir la ville. Des couleurs prédominantes, principalement le noir et le blanc, ça se passe dans la nuit, et les couleurs du feu et du sang. Il s'agit donc d'une histoire de vengeance. Eric qui veut venger Shelley, une volonté de faire le bien pour que justice soit faite, et donc là je vais poser une sorte de petite problématique. Est-ce que The Crow, pour vous, ne serait pas les prémices un peu du film super-héroïque du genre ? On a un protagoniste costumé, avec une sorte de masque, un maquillage, des super pouvoirs, il est immortel. Tu sais quoi ? Dans mes notes, qu'est-ce que j'ai écrit ? Plein de similitudes avec Batman, corbeau / chauve-souris, vengeur / protecteur, ils disparaissent tout le temps. Tu sais, Batman il disparaît tout le temps. La fameuse, il fait tout le temps ça. Voilà, et là il a fait la même chose. Gotham qui ressemble aussi à la ville là, qui est complètement dans le chaos tout le temps. Et donc et des plans aussi où il est sur des toits. Exactement, il a vraiment la posture du vengeur protecteur et tout. Et non, je suis complètement d'accord avec toi. C'est clairement, et je dirais même plus, c'est un croisement entre. Du coup, c'est les premières adaptations, je pense, de comics, The Crow, à l'époque, parce que on parle souvent de X-Men, qui est sorti en 2000 comme le premier film de super-héros, mais le comic book de The Crow est sorti en 81 et l'adaptation est en 94. C'est une des premières adaptations, vraiment, je pense, de comics super-héroïques, et dans les styles du film, ça se ressent vachement. Je dirais même plus, c'est un croisement, je pense, entre le western et le genre de super-héros. Et je dirais pourquoi après. Valentin, t'as encore des choses à dire sur le film, peut-être ? Je voulais juste signaler, je sais pas si vous êtes au courant, que l'acteur principal, Brandon Lee, est mort en fait sur le tournage du film. Quoi ? Non. Mais en fait, durant le tournage du film, comme il est immortel, il y a plein de scènes où il se fait tirer dessus. Et en fait, dans une scène où il se fait tirer dessus, le pistolet était censé être chargé à blanc. Il y avait une sorte de particule de balle. Et en fait, il s'est pris quelque chose. Et il est mort sur le tournage. Et il est mort à la fin du tournage ? À peu près, oui. Il y a pas mal de scènes qui ont été tournées. Mais il y a un budget qui a été débloqué pour faire des scènes supplémentaires et rajouter numériquement. Et il y a notamment des plans, justement. Je pense qu'ils ont été faits comme ça, où il saute d'un toit, il se fait pourchasser, il fait une roulade. Ouais. En fait, on a l'impression que c'est une sorte de stop motion ou du dessin animé limite. Bon avant de laisser parler les filles, je vais vous dire en quelques mots, Valentin, moi j'avais jamais vu The Crow, j'en entends parler depuis longtemps parce que bien sûr c'est culte, et c'est culte aussi à cause de cet événement malheureux. Malheureusement, en fait, il a eu beaucoup de succès, dû à la mort de son acteur principal. Dû à la mort de l'acteur principal et de ce qui s'est passé sur le tournage. Vraiment une figure montante dans les années 90. Moi j'ai vraiment adoré The Crow, j'ai adoré The Crow, j'ai trouvé ça ultra bon. Je trouve qu'il y a, ce que tu disais, c'est adapté d'un comics, moi je ne savais pas du tout, et tout le film je me dis putain, on dirait des plans de BD, chaque plan on dirait une case de BD très travaillée, les couleurs vives et précises, les lumières sont intéressantes, c'est très saturé, les couleurs sont très saturées, et il y a un vrai jeu sur les ombres et sur les contrastes. Et moi j'ai regardé le film et je faisais des screenshots toutes les 2 secondes, c'est-à-dire que je trouve vraiment le film magnifique. Je trouve la scène d'introduction très réussie. Ça foisonne, les éléments c'est précis, le montrage est maîtrisé, c'est très clair, c'est vivant. Je trouve le son très intéressant, l'utilisation du son très intéressant, même pour l'époque. Je trouve le mixage, je trouve le passage avec le corbeau. Ça prend relais sur la voix off. Après la caméra elle arrive à l'intérieur de la scène de crime, clac, le policier descend, clac, on arrive dans la rue. Ça plane, on a l'impression d'être à la place un peu du corbeau, c'est-à-dire où on a des longs travelling. Il y a des vues subjectives à des moments. On l'a vu, mais clairement même plus que ça, je trouve la manière dont c'est filmé, on a l'impression d'être vu par un corbeau, c'est-à-dire il y a des longs travelling, la caméra elle se faufile dans des endroits et ça se balade. Le film est très sale et très plastique. Je trouve que c'est vraiment très plastique. Les cadres sont très beaux. Les plans les cadres sont très bien composés avec les lignes de fuite. La composition est incroyable. Presque comme des tableaux. Donc les cadres, les décadres, les recadres, la symbolique des éléments qui sont présentés. Ça me fait un peu penser à presque. Je sais pas si vous avez vu Bunker Palace Hotel, qui est un film d'un auteur de BD qui s'appelle Enki Bilal.
Et en fait, on dirait un peu un film de Bilal. Ça aurait pu être un film de Bilal. Regardez les films de Bilal. Ouais, même là, voilà. Moi, je pense que c'est tous ces films. Voilà, je trouve que voilà, dans le film, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de propositions. Au début, je me disais oula, c'est un peu cliché, un peu stéréotypé. Et en fait, non, c'est un film, vraiment un film des années 80. Et c'est un film bien 94. 94. Mais voilà, c'est un film des années 90 qui est bien dans son époque et que je trouve pas si has-been parce que le film justement a aussi du second degré. Et en fait, je trouve que voilà, c'est vraiment cette époque. Blade Runner est sorti en 82, lui est sorti en 94, mais c'est vraiment toute cette époque où Hollywood tentait des choses. Donc c'est pas Blade Runner, mais c'est ces films qui vont s'efforcer avec une histoire assez simple. Et c'est une idée très simple. Et moi, j'aime beaucoup les films qui ont une idée très simple et très claire. Là, c'est comme un western, c'est la vengeance d'une femme qu'il a aimée. Et ça va guider tout le film. Et le scénario, c'est pas plus que ça. C'est le reste, c'est du cinéma. On a cette idée-là. Et tout le reste n'est que cinéma. Et moi, je trouve ça très intéressant, voilà, avec ces cadres, cette plastique, la direction artistique et la musique. Qui, voilà, Blade Runner, c'est des synthés. Ici, c'est des musiques qui sont très orientales. Il y a des sonorités, des instruments. Et même, on le voit, le personnage est guitariste de rock. Et en fait, le film a été. Le comic book est sorti dans les années 80. Et l'auteur écoutait vachement de Iggy Pop, par exemple. Il voulait. Le réalisateur voulait que ça soit Iggy Pop qui fasse la musique. Ouais. Donc on sent vraiment ses influences rock, punk. Et le film est pas du tout sage et pas du tout académique. Le film est peut-être prévisible scénaristiquement, mais comme je dis, pour moi le scénario c'est pas, pour moi c'est du cinéma, c'est-à-dire qu'on a une idée claire et le reste après c'est tu t'en prends plein la gueule visuellement, rythmiquement, mais je trouve le film a un côté un peu punk, un côté un peu mauvais garçon que moi j'aime bien. Il y a un côté un peu underground, tu vois, il y a un côté où, comme tu dis, ça, même si c'est un gros budget, il y a un côté un peu sale gosse, un peu bad boy que moi j'aime beaucoup. Eh bien, au contraire, je suis d'accord avec toi sur le côté très particulier sur l'atmosphère, les images, les cadres, et qui sont très beaux, c'est très travaillé, avec cette ambiance justement de nuit et de pluie. Il y a énormément de pluie tout le temps. Vraiment, je suis d'accord, mais alors pour moi, le problème, c'était vraiment, je trouvais que ça avait mal vieilli, en fait, au niveau de tout ce qui est dialogue. Et pour moi, ça a tellement joué, j'ai trouvé les dialogues tellement vides et clichés et stéréotypés et inutiles. Tu l'as vu en VF ? Je l'ai vu en VF. Et attends, j'ai pas fini, j'ai trouvé la VF abominable. Je croyais que tu m'aimais. Bien sûr que je t'aime. Oh Marc, alors qu'il s'appelle Eric. À un moment, elle a dit oh Marc, alors qu'il s'appelle Eric. Et là, j'ai fait quand même. Ça, c'est la VF. Et bah, toujours est-il que j'étais là, franchement, les gars, jusqu'au bout, vous merdez là. Vraiment, parfois, ça parlait pour rien et pour moi, que c'était inutile et inintéressant. Je précise juste, pour excuser juste le fait qu'on l'ait tous vu en VF ici, c'est que j'ai cherché désespérément un DVD et la seule copie du film que j'ai trouvée était en VF. Ouais. C'était pas un choix de tout le monde de le regarder en VF, c'est vraiment qu'on n'avait pas d'autres copies. Moi, je l'ai vu en VO. Et j'ai trouvé que du coup tout était expliqué, tout nous était donné, il n'y avait rien de caché. Donc certes, le scénario est quelque chose de très western dans le sens où c'est très clair. C'est très premier degré. Mais oui. Pour moi, à la limite, même les westerns ne sont pas aussi premier degré et ne nous prennent pas autant pour des gamins qui ne comprennent rien. À un moment, il dit la morphine est un poison, ça va tuer. Ah bon, on savait pas. Enfin, je sais pas, mais. C'est vrai que c'est très premier degré et qu'il n'y a pas beaucoup de sous-jacent. Voilà, et c'est ça que j'ai pas du tout aimé dans le vide des dialogues. Et pour moi, c'était tellement premier degré, mais même pas premier, moins 10 degrés. Et du coup, j'ai trouvé pour le coup que même le rythme était pas très bon. J'ai pas réussi à rentrer dedans et que tout était plat, tout était mis au même niveau. Que ce soit action ou pas action, il y avait toujours une musique un peu au même niveau tout le temps. Et du coup, pour moi, c'est comme si c'était sur un seul plan et qu'il n'y avait pas vraiment des moments de calme et des moments d'action. Tout était... Enfin, je suis désolée, mais pour moi, c'était pas crédible, pas... Si à la limite c'était justement un film qui était là qui était conscient que c'était aussi kitsch, j'aurais dit ok, c'est bien fait parce que t'as réussi. Qui en rirait, tu veux dire ? Qui en rirait, mais là j'ai pas l'impression et moi ça m'a vraiment dérangé mais c'est un film qui rentre bien dans le thème mort donc. Mais alors je suis désolée, mais d'ailleurs j'ai vraiment cru que Valentin c'était une blague. Hein. Oui, hier quand Camille je lui ai dit que j'avais aimé le film, elle pensait que c'était une blague, elle me croyait pas. Ouais. Et elle me croyait vraiment pas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Leïla ? Non, j'ai bien aimé. En fait, je vais expliquer.
Déjà, ouais, moi, déjà, je l'ai vu en VF aussi. Je savais pas que tu l'avais en VO, Valentin, sinon je t'aurais dit, parce que j'aime pas du tout la VF. J'ai un gros problème avec la VF. Moi aussi, hein, depuis toujours. Mais, enfin bref, toujours est-il que du coup, je me suis dit, bon, écoute, c'est pas grave, c'est en VF, on verra bien. Je te rejoins sur le problème des dialogues, mais en fait, je pense que directement, j'ai pris un peu ce côté second degré que le film n'a pas forcément, mais moi je me le suis mis un peu automatiquement. Je me suis posée dans mon canapé avec mon ordi, j'ai regardé mon film et tout. Et puis je sais pas, je suis rentrée dedans et en vrai, non, en vrai j'ai kiffé, mais je pense que c'est aussi parce qu'il est pas très très long, il dure 1h30. S'il était plus long, ça aurait été un peu plus dur, je pense. Et que ce soit la veille d'Halloween, la nuit du diable, ça rajoute ce truc. En fait, on est vraiment à fond dans le thème et il pousse les curseurs au maximum, quoi. Que ce soit dans les personnages, que ce soit dans le contexte, dans les décors, la lumière, la mise en scène, la musique, les machins, tout nous pousse à fond là-dedans, tu vois. Et c'est un peu cliché sur les bords et en même temps pas dérangeant. Et je pense il y a vraiment besoin de ça aussi. Oui, c'est la bonne manière de le voir, je pense aussi. Parce que sinon t'en attends trop, sinon tu vois tous les hicks comme Camille ça t'a fait à toi, tous les petits trucs et tout. Et je pense que si tu te dis juste bon écoute, il est dans son délire mais vas-y on prend ça, moi c'était un pur kiff. À la fin j'étais en mode waouh, badass, j'étais vraiment dans une ambiance vas-y, mais je vais aller cas-là, venger. Tu prends tous les films qui sont faits comme le réalisateur le veut aussi, tu vois. Il y a vraiment un genre particulier, et si t'accroches pas au genre dès le début, c'est sûr que tu vas avoir du mal à rentrer dans le film. Bah, The Crow, je vous le conseille. Camille ne vous le conseillerait pas. Moi, je vous le conseille. Il est dur à trouver. Enfin, pendant une période, il était sur Netflix. Donc maintenant, il faut DVD, Blu-ray. Et puis, ne le téléchargez pas illégalement. Et on va maintenant parler de La Ligne Verte. Vous croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie? J'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? La Ligne Verte de Frank Darabont est un film de 1999. C'est un film américain qui dure quand même 3h08 et qui est une adaptation du roman de Stephen King du même nom. Et donc en fait c'est l'histoire se passe dans un centre pénitentiaire en Louisiane, aux États-Unis, et surtout dans cette ligne de la mort, donc qui est la salle où il y a les cellules des condamnés à mort. Et donc à l'époque, condamnés à mort, c'était avec la chaise électrique. Et donc on suit Paul, qui est joué par Tom Hanks, et Dabs Greer quand il était plus vieux. C'est l'histoire surtout de Paul qui va devoir condamner à mort John Coffey, qui a été accusé de viol et de meurtre de 2 petites filles. Et on va comprendre petit à petit qu'il y a un doute qu'il est victime d'une machination, en effet. Et surtout, en fait, c'est un film qui montre qu'il y a un réel problème dans le système judiciaire aussi, qui condamne extrêmement vite, souvent des innocents. Et encore aujourd'hui, il y a des affaires qui sont classées il y a 100 ans. Un jeune enfant qui a été condamné à mort sur la chaise électrique alors qu'il avait 10 ans, je crois. Un noir. Un noir. Et là, il y a quelques années où même il y a un juge qui a prouvé son innocence, mais 100 ans après. Et c'est absolument terrible. Et il faut prévenir, c'est important, la peine de mort existe encore aujourd'hui dans 28 États aux États-Unis. Plus avec la chaise électrique, mais avec une injection létale. Injection létale, tout à fait. Et donc justement, ce film, si je l'ai pris pour les films de la mort, c'est que la mort est omniprésente en tant que menace, c'est-à-dire que les gens vont vers la mort d'une manière très consciente. Hein. Là, la mort est tout à fait prévue. Elle est c'est même l'humain qui donne la mort, donc c'est pas d'une manière naturelle. Oui, son travail, c'est de donner la mort aux gens. Le travail, c'est de donner la mort. Mais la mort, elle est aussi présente à travers la maladie de la femme de Hal, qui est le directeur du centre pénitentiaire, mais aussi à travers la souris, qui à un moment est écrasée. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il y a aussi une présence énorme de la vie, c'est-à-dire que la vie est redonnée. Il y a toujours un revirement comme ça entre la vie et la mort qui sont très proches. Les deux sont si proches, on peut très vite revivre, très vite mourir. Il y a aussi un côté très spirituel dans ce film avec tout le rapport à Dieu. Aussi justement, c'est John Coffey, est-ce que ce ne serait pas un ange? Bah voilà, on dit que c'est un miracle. Je trouve que c'était un film qui est très long, mais qui prend le temps, et je trouve que il est long, 3 heures quand même, mais il prend le temps de bien installer toutes ces choses, il est très dur aussi,
mais pour moi, il a beaucoup de. C'est un film à scénario, je dirais surtout. C'est de l'œuvre de Stephen King. Voilà, donc c'est surtout dans l'histoire derrière voilà, est monstrueuse quoi. Que je trouve pas qu'il y ait particulièrement une image ou une mise en scène incroyable, mais le scénario, bien que ça soit. Moi j'ai énormément aimé ce film pour ça. Je suis rentrée dedans, il m'a émue et les personnages m'ont touchée. Moi c'est un film que j'ai pas voulu revoir parce que c'est un film que j'ai vu. Ça se trouve que c'est un film que je trouve émotionnellement très éprouvant, qui a un sujet très dur. Alors moi je suis mitigé sur le film parce que j'aime beaucoup le film. C'est-à-dire qu'il y a un côté où il y a des scènes très belles, voilà, il y a des scènes incroyables. Le monologue de Michael Clarke Duncan avec Tom Hanks, quand il lui dit je peux plus supporter ça patron, tuez-moi, je veux mourir. Ce monologue est incroyable, il y a beaucoup de scènes fantastiques. Comme a dit Camille, les acteurs sont formidables, vraiment tous, hein, vraiment les acteurs sont incroyables. Sam Rockwell est fantastique aussi. Sam Rockwell est fantastique. Quand je l'ai vu, je me suis dit, moi au début, j'arrivais pas à savoir qui c'était. Le personnage, avec sa souris, l'autre avec le méchant. Chacun une personnalité, vraiment. Tom Hanks, vraiment même les autres gardiens, le casting est formidable. Le casting est formidable. Les personnages sont formidables. John Coffey est un personnage que je trouve incroyable. C'est un peu un film d'homme, hein. Le milieu pénitentiaire de toute façon. Oui, bien sûr, surtout à cette époque-là. Et donc du coup, non, c'est un film moi qui m'avait beaucoup marqué pour ça. Mais comme je l'ai dit, c'est un film qui est émotionnellement très éprouvant. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui sont très violentes. La scène de l'exécution ratée, la scène même de la souris quand la souris meurt. Il y a beaucoup de scènes horribles et qui font mal au ventre. Après, c'est vrai que moi j'ai énormément de mal, et la première fois que j'ai découvert le film, je savais pas grand chose sur le film, je savais juste que je voulais le voir. Quand j'ai découvert le côté fantastique du film, j'étais très déçu, et aujourd'hui encore quand je le revois, j'ai énormément de mal avec ce côté fantastique parce que je trouve que ça fait faux, je trouve que c'est pas très bien amené dans le film, toujours pas très subtil. Avec toi. Et c'est vrai que l'idée en soi peut être poétique, du personnage qui soulage la douleur, mais c'est vrai que moi j'aurais tellement aimé, en fait le film aurait été sans le côté fantastique et je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié. Et comme a dit Camille, la mise en scène n'est pas incroyable, les couleurs sont pas incroyables, c'est un film qui est assez académique, mais il y a des scènes incroyables, mais c'est vrai que le côté fantastique, moi il est un peu lourdingue. Je pense pas. Le côté fantastique m'a pas aussi dérangé que toi, mais en fait ce qui m'a dérangé c'est que on nous montre vraiment une situation très très crue, très réaliste, et puis d'un coup il y a ça qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et ça m'a un peu sorti du truc. Et du coup, à partir du moment où c'est arrivé une première fois, j'ai l'impression que c'était une solution de facilité à tous leurs problèmes. Et pourtant, c'est fantastique, mais ils auraient pu pousser le curseur en haut jusqu'au bout, de manière à ce que lui, il meure pas ou qu'il revive. Moi, je trouve que le curseur est déjà poussé trop loin pour que ça m'atteigne. Mais c'est pas... Pour autant, je pense que c'est un film à voir, un film qui est important à voir, et un film qui mérite le coup pour son aspect vraiment très cru de la chose, notamment les exécutions vraiment terribles. Parce que on sait tous qu'il y a eu des exécutions avec une chaise électrique, mais vraiment comment on appelle ça, le protocole, tout ce qu'il y a, c'est vraiment horrible parce qu'on l'a plusieurs fois, du coup on sait très bien ce qui va se passer. Où il y a un problème où l'éponge il la met pas dans l'eau. Et les gens qui viennent voir. C'est terrible, et les gens qui viennent voir. Mais pour le côté spectacle, t'as l'impression que c'est une bête de foire. Pour le coup, il y a un côté très réaliste là-dedans. Ça, c'est presque documentaire. C'est-à-dire que et là-dessus, c'est ultra intéressant. C'est là que ça contraste énormément avec le côté fantastique. Et le côté fantastique fait un peu kitsch. Petite parenthèse, tu disais Camille The Crow, pourquoi il le menotte pas machin. Là, ils font quand même sortir à quelqu'un qui est suspecté d'avoir tué 2 jeunes filles dans la nature. Oui, mais parce qu'ils savent bien que c'est pas lui. Je sais, mais c'est totalement, c'est absurde. Mais je trouve non, du coup, puisque pas de la même manière. Pas de la même manière, parce que là, dans le sens où ils ont vu que il était complètement innocent. Mais en fait, si tu veux, pour moi, là où tu dis The Crow, tu vois, il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux films du tout. Mais là où tu parlais de The Crow qui était kitsch, moi je trouve que vu que le film est entièrement plus ou moins dans ce truc kitsch, pour moi ça tient très bien. La ligne verte, le truc, c'est vu qu'on a un truc réaliste, pour moi le fantastique sonne kitsch en fait dedans. Et du coup, j'ai du mal. Pas vraiment kitsch, c'est pas désastreux, attention, du tout. Et moi je sais pas. Mais ça sort comme des notes dissonantes un peu. Enfin, j'ai trouvé ça beau, et en même temps, je me suis dit, j'ai déjà vu quelque part, je trouve pas ça très original. Après, en tout cas, il y a beaucoup de scènes très poétiques dans le film. Moi, c'est ça qui me touche. La scène où il mais voit, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le casting, les acteurs. La scène du cinéma, quand il regarde un film. Cette scène, elle est incroyable. Il y a une poésie incroyable. C'est quoi, c'est Fred Astaire Ouais, c'est Fred Astaire. Quand il voit Fred Astaire, c'est incroyable.
J'ai beaucoup aimé ce film, j'ai adoré, il m'a énormément touchée. Ça faisait longtemps aussi qu'il fallait que je le voie, et je sais pas pourquoi, je sais vraiment pas pourquoi, d'où c'est venu, mais j'étais sûre que c'était un film sur l'Holocauste. Je sais pas pourquoi. D'accord. Non, mais je sais pas pourquoi, mais depuis longtemps, dans ma tête, j'étais en mode, ouais, la ligne verte, ça parle de l'Holocauste. J'en étais sûre, je sais pas pourquoi. La ligne de Schindler. Oui, je pense que c'est par rapport à la liste de Schindler, mais je sais pas, mais j'étais sûre que c'était ça, et du coup, dès le début, je me suis dit, ah bah non, en fait, rien à voir, et du coup, bon, voilà, cool. Mais moi aussi, je pensais pas du tout que c'était... mais je pensais pas du tout que c'était, en tout cas, voilà, et j'ai été frappée du sujet, la façon dont c'est vraiment traité de façon très directe. On voit la mort plusieurs fois, on la voit dès le début, enfin avec les répétitions d'exécution, puis les exécutions après. C'est presque pas lourd. En fait, c'est pas lourd pour eux, ce qui le rend super lourd pour nous, je trouve. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé ça hyper bien ficelé. Enfin, je veux dire, Paul et les autres gardiens, tout comme d'ailleurs les incarcérés qui vont se faire tuer, enfin qui vont se faire exécuter, c'est ça. Bah, ça a pas l'air d'être si lourd pour eux. Enfin, je veux dire, les uns c'est leur métier, ils s'y connaissent, et les autres ils savent qu'ils ont fait des conneries et qu'ils vont devoir payer les pots cassés. Et donc, dans un sens, il y a ce truc d'acceptation plus ou moins de ça, mais qui rend, je trouve, le truc hyper dur aussi. Peut éprouver Non, mais pas au moment des exécutions forcément. Sur mais le principe, en fait. Ouais, sur tout. En fait, sur le fait que. C'est triste à dire, mais c'est leur job, quoi. Bah, c'est ça, mais du coup, il y a ce truc très professionnel, en fait, Ce qu'il dit Tom Hanks là-dedans. À un moment, quand il parle à la scène I'm Tired Boss, où il lui dit je suis obligé de le faire parce que c'est mon job, mais après, quand je dois rentrer le soir et voir ma famille, qu'est-ce que je leur dis que j'ai tué le miracle de Dieu, machin. Ouais. J'ai trouvé la fin hyper touchante dans le sens où quand il sait du coup que John n'est pas coupable, J'aurais et qu'en dit fait électrifiante. J'ai pas pleuré, je pensais que j'allais finir en larmes, mais j'ai pas pleuré, mais c'est limite encore plus très, prenant, très... parce que du début à la fin, j'ai eu le cœur serré. Moi j'avais pleuré, je crois, la première fois que je l'ai vu. Hein. J'ai les larmes aux yeux. Ah, moi, du début à la fin, j'ai eu le cœur serré et j'étais vraiment en mode ah ouais, parce que c'est très bien fait, c'est vois. que l'exécution de John Coffey, du coup, comme tu connais tout le protocole, tu sais qu'il doit faire ça, et puis à la fin, quand il y a une sorte de blanc, il attend de dire, tu sais que ça va arriver. C'est là que tu sens vraiment une tension. C'est... Et puis même, il garde ce truc, tu sais, il lui met pas la cagoule sur la tête parce qu'il a peur du noir, après il lui serre la main, enfin il y a ce truc de... Il sait qu'il a pas le choix. Et à côté, t'as les parents qui disent vous pouvez pas encore plus le faire souffrir. Ou c'est hyper dur, et vraiment pour le coup, j'ai trouvé ça très puissant. Regardez The Mist aussi de Franck Darabont, c'est très bon. C'est sorti en 2008, je crois. Du coup, Camille, moi j'ai bien aimé, mais il y a des côtés qui m'ont dérangé. La ligne verte, ça reste je pense un grand classique, un grand film à voir. C'est un film à voir. Déjà pour le réalisateur et puis pour. Moi je voulais le voir depuis longtemps, donc ça me faisait l'occasion de le voir. Pour la distribution aussi qui est incroyable, et malgré tout c'est un thème qui est très intéressant, qui est encore aujourd'hui qui est d'actualité et qui fait débat, et donc à voir, très clairement à voir. Qui êtes-vous ? Je suis venu te voir. À quel sujet ? Je crois que tu le sais. Vous êtes la mort. C'est moi. Je ne vois qu'un gamin dans un beau costume. Le costume, je l'ai pris avec le corps. Monsieur Parrish, est-ce que ce monsieur restera pour dîner ? Rencontre avec Joe Black est un film de Martin Brest avec Brad Pitt, Anthony Hopkins et Claire Forlani. Film sorti en 1998. Parle de la mort d'une façon complètement différente de ce qu'on a fait, puisque là la mort elle est personnifiée, elle devient quelqu'un, elle incarne une personne, elle prend le corps de quelqu'un. Donc c'est l'histoire de cet homme, William Parrish, ce milliardaire qui a créé une société de télécommunications, qui un jour entend des voix, et après une voix qui lui apparaît, puis après une personne qui lui apparaît, puisque cette voix prend possession d'un corps, et cette voix n'est autre que la mort, qui vient lui dire que c'est son temps, et qu'il va devoir le récupérer avec lui, mais qu'avant, il aimerait bien que ce soit son guide dans le monde des mortels, et qu'il lui apprenne un peu à vivre. Problème, la mort, Joe Black tombe amoureux de sa fille, Suzanne Parrish. Donc, par rapport à ce film,
Alors, petite histoire, ouais, quand Lucien t'étais venu chez moi cet été, je t'avais dit, ouais, viens, on le regarde et tout, il faut que je le regarde parce que je m'étais fait un marathon des films avec Brad Pitt et tout. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, du coup, on l'a pas vu, on a vu un autre film, et en fait, un mois un peu après, à peu près, je suis retournée chez mon père, et en fait, je l'ai vu, mais je l'ai vu un soir où j'étais très fatiguée, et je n'ai pas réussi à lutter, je me suis endormie avant la fin, et du coup, il me manquait quoi ? Il me manquait une demi-heure, donc je connaissais pas la fin, mais je me suis dit, film sur la mort. J'ai pensé à lui direct parce que je me suis dit, au début j'hésitais justement parce que je l'avais pas fini, mais je me suis dit, moi peu importe la fin, je trouve que c'est important dans le sens où comment la mort est traitée et de façon très différente avec vos films à vous. Et pour le coup, il y a quelque chose dans cette mort-là, cette mort Joe Black, quand elle prend la possession du corps de la personne qui était morte au tout début du film, il y a quelque chose de très... Enfin, c'est complètement différent. C'est pas la mort, un grand drap noir avec une faux qui vient et qui dit je te tue, bam, je te coupe la tête. Enfin, il y a ce truc. C'est presque un enfant qui vient et qui dit ben moi je connais pas en fait, je connais pas la vie. Découvrir le monde. C'est ça, il découvre le monde, il découvre. La mort ne connaît pas la vie. C'est le speech du film. Non, mais je sais pas, par moments, j'ai trouvé ça un peu attachant, presque dans le côté, presque enfant de la mort qui arrive et qui est là et qui veut juste être guidé avant de... Parce qu'on s'imagine la mort quelque chose de très dur. C'est ça, c'est ça. Et là, ça amène... Oui, non, mais il a... Ouais, mais il a un truc ouais, de presque robot, mais de très... En fait, il sait pas quoi faire. Il est là, c'est comme quand Suzanne l'embrasse pour la première fois, il est là, il se tient, il ne fait rien. Il ne fait rien, vraiment. Et en fait... Il joue bien, Brad Pitt, il est bon. Mais de toute façon, Brad Pitt, c'est Brad Pitt. Après, bon, le film en lui-même, même moi, pour moi, c'est un film qui est ok. C'est pas un bon film, c'est pas un grand film, il est très long. Je pense que c'est pour ça aussi que la première fois, vraiment, je n'ai pas lutté, parce que vraiment, il y a des moments très très longs, très très lents dans les dialogues, dans les scènes. Il y a des scènes de réunion ou même où ils parlent d'affaires ou de machin qui durent vraiment trop de temps, je pense, et qui font que on perd ce truc. Il y a des moments aussi, même dans les dialogues et même dans les relations entre Suzanne et Joe, il y a des moments très cucu, très fleur bleue, mais très... Des fois, il y a des moments où il y a des gros blancs. Ouais. Et du coup, ça met très mal à l'aise. Ouais. Et je trouve qu'il y en a des justifiés et d'autres non. On est juste en mode allez. Forcément, sur 3 heures, c'est difficile de tenir. C'est ça. Et il y a des moments où moi j'étais là, je me disais bon, allez, on se réveille un peu, on bouge, tu vois, on sort un peu de ce truc naïf qui au final, c'est pas forcément le cas. Il sort jamais vraiment de ce truc. Peut-être un peu à la fin quand il se rend compte que il pourra pas. Enfin, il est amoureux d'elle certes, mais c'est la mort, donc c'est pas possible. Ouais, non. Pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas un film, c'est pas très grave si vous l'avez pas vu et tout. Après, sur le traitement de la mort, je le trouve vraiment intéressant et c'est pour ça que je l'ai choisi. Un truc aussi que j'ai beaucoup aimé, c'était au début, au tout début, une des premières notes où je me suis dit ah ouais cool, et bon qui après m'a un peu tombé je trouve, mais une des premières discussions entre Parrish et sa fille, quand il lui parle de l'amour et qu'il lui parle de Drew et qu'il lui dit écoute, moi c'est un bon mec pour moi, dans mes affaires machin je lui fais confiance, mais toi, enfin coup de foudre, va chercher le coup de foudre. Il lui dit va chercher l'éclair, va chercher le truc, va chercher la chaise électrique. Je veux dire le coup de foudre comme dans la ligne verte. Ouais, non, mais il y a cette discussion qui, je trouve, est très belle, où il lui dit vraiment va chercher cet éclair, va chercher ce truc qui te fait vivre. Moi, je veux que tu sois heureuse et je veux que tu. Après, bon, fin peut-être un peu cliché à mon goût quand au final le mec dont le corps avait été pris par Joe par la mort réapparaît. L'accident. Parce que j'avais déjà vu ce film, mais ça, à chaque fois ça choque. Tu t'y attends, mais quand tu t'y attends, ça arrive pas, et quand tu t'y attends pas, ça arrive. Ah ouais, moi je m'y attendais pas du tout, il est super bien fait. Enfin bon, mais bon, ouais, peut-être un peu cliché à la fin, quand le mec réapparaît, il se souvient plus de rien, parce pour que les Américains, pour qu'ils sortent de la salle en étant heureux. Oui, bien sûr, c'est très vraiment, on voulait un happy ending, donc on vous le pond comme ça, un peu avec sur le un plateau d'artifice. d'argent. Exactement. Mais bon, voilà, à vous. Je suis d'accord, t'as dit le mot... c'est pas justifié, tous les blancs sont pas justifiés, et c'est exactement ce que je pensais, et qu'il y a des longueurs qui sont vraiment pas justifiées, où ils mettent un suspense. À la limite, on pourrait dire oui, non, mais c'est juste un film de contemplation où il prend le temps d'observer, sauf que de contemplation de quoi pas grand chose. Il met du suspense pour en fait dire un truc qui n'a aucun sens surtout, ou en fait, aucun intérêt. T'as ce suspense pour qu'au final ils disent juste c'est ça. Oui. Non mais c'est ça. Donc c'est en fait, clairement que pas par des oui ou des non. C'est ça. Donc c'est clairement pas justifié. Il y a des dialogues un peu même vides et inutiles, très souvent. Et donc, mais en soi, l'histoire en elle-même,
elle peut être intéressante, quoi. C'est sympa. Mais clairement, les 3 heures de film, les 2h50 de film sont pas justifiés. Il aurait pu faire super bien en moins longtemps. 1h45, ça aurait été parfait. Je trouve que l'idée est super poétique, mais ça ferait un super bon court-métrage. Vraiment, tu fais un court-métrage, tu vois, 20 minutes, un moyen, et c'est super bien. Tu vois, vraiment, je pense que ça ferait un très bon court-métrage. Au bout d'un moment, en fait, au bout d'1h30, t'avais compris le principe, et tu commençais à tourner un peu en rond. Et en fait, il y a 1 heure où on attend juste le dénouement. Et on attend. Parce qu'il y a attends, désolé, je te coupe. Il y a en permanence, tu verras quand elle sera, si elle sait, il faut pas lui dire machin. Tu fais ok, bah vas-y. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu, tout nous est raconté un peu aussi, ça enlève un peu ce côté un peu mystérieux peut-être. Et à part, voilà, Brad Pitt il joue super bien. Oui. Ce que j'ai trouvé un peu, pour le coup, un peu dommage, c'est que c'est la mort qui rentre dans un corps, qui va découvrir la vie, qui va découvrir à mâcher, à utiliser une cuillère, à coucher avec une fille, à embrasser, mais à côté de ça, elle sait marcher, donc ça fait un peu, faut bien qu'on trouve des petites choses sur lesquelles elle sait marcher, elle sait respirer, tu vois ce que je veux dire ? Elle sait s'asseoir sur des choses extrêmement simples, mais il fallait bien rajouter des petits détails pour montrer qu'elle savait pas trop vivre non plus. Et par contre, Claire Forlani, j'ai trouvé qu'elle jouait très mal et qu'elle elle est très belle, j'ai trouvé très belle, mais alors j'ai trouvé qu'elle était tout le temps autant Brad Pitt il surjouait pas du tout, il se la pétait pas du tout, et c'est pourtant le mec qui pourrait très bien surjouer souvent, faire le mec, pour le coup, avait pas beaucoup du tout. De regards, et elle était tout le temps vers le côté, ça, la bouche comme ça, ou alors les yeux comme qui plissaient, les petits imite mouvements. Claire Forlani. J'ai trouvé que pour le coup elle faisait la meuf au-delà du personnage, au-dessus du personnage. Et pour moi c'est un chef-d'œuvre. Attends, mais j'ai kiffé. Ça va tellement à l'encontre de ce qu'il m'a dit. Non, en vrai, j'ai pas détesté Joe Black du tout. C'est juste que le film a été exactement ce que je craignais, c'est-à-dire un film un peu banal. Tu l'avais jamais vu ? Je l'avais jamais vu, un peu passe-partout. Le film, je trouve l'idée sympathique, je trouve l'idée poétique. Il y a des grands acteurs, j'adore Anthony Hopkins, j'adore Brad Pitt, voilà. Mais le film, je le trouve sage, très académique. Ouais. La réalisation, je trouve très académique. Voilà, les lumières, c'est très uniforme. Il n'y a pas beaucoup de texture, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est long, lourd, un peu lent. Ce que je disais, ça me parle pas beaucoup aux émotions, ça me provoque pas grand chose, ça tourne un peu en boucle. Tout ce qu'on a dit, je vais pas le répéter. Par contre, moi, ce que je pense, c'est vraiment ce type de film. Je pense que c'est ce qui m'a le plus dérangé. C'est vraiment ce type de film qui, dès le début, dès son postulat de base, coche un peu toutes les cases du film qui forcément va devenir un peu un succès. C'est-à-dire que c'est un film avec une bonne... C'est vraiment la période Hollywood des années 2000, comme disait Valentin tout à l'heure. Fin 90. Fin 90, début 2000, de tous ces films qui... mais comme un peu La Ligne Verte, mais c'est pas pareil, parce que La Ligne Verte, il y a un truc émotionnellement plus fort, mais dans le formatage, je veux dire général, où il y a un truc où le film est formaté pour être un peu un film à succès, donc... T'as un film qui est long, donc forcément, voilà, t'as un film un peu imposant, avec des grands acteurs au casting, avec un peu une grande histoire, un peu philosophico-symbolique, et une réalisation un peu passe-partout, une musique qui fait le taf et qui, forcément, vu qu'il y a un thème qui est intéressant, tout ça, va rester en tête et va devenir une musique un peu c'est une musique qui est connue, qui est célèbre, et donc forcément moi c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que je trouve ça très formaté, très académique. Après c'est pas désagréable, c'est pas un moment désagréable, il y a des moments drôles, c'est sympathique, c'est sympathique, mais j'étais un peu blasé devant le film, gentiment, c'est-à-dire que j'étais un peu en mode ça me provoquait pas grand chose, mais je trouve pas ça mauvais pour autant, je trouve pas ça non complètement. Moi du coup c'est à peu près comme vous, c'est un film sympathique avec des longueurs, mais à des moments de malaise. Et vraiment, c'est quelque chose. J'étais crispé à des moments, tu te dis, fais quelque chose. Mais Joe Black. Non, si j'ai mis Joe Black, je parle pas. C'est un film qui est long et assez lent, donc je pense qu'il faut être préparé à ça. Mais je pense que si le sujet nous intéresse, qu'est-ce que c'est quand la mort prend possession d'un corps et devient plus ou moins, essaie de devenir une personne, c'est un sujet qui pour moi est intéressant. Si vous avez une passion pour Brad Pitt, regardez. Et non, en vrai, pour moi c'est pas un film à voir vraiment, il apporte pas grand chose, mais pour moi c'est pas un mauvais film, c'est un film qui peut être sympa à voir. Juste ce que j'ai bien aimé, c'est que
Souvent dans des films, quand il y a la mort qui est perçue, c'est juste une personne qui la voit. Là, vraiment, tout le monde peut le Ouais. voir et tout le monde se demande Mais ce vraiment, qu'il fait là. non, mais Ça, pour le coup, c'était marrant des fois. Personne ne comprend, mais c'est ça. Mais pour le coup, Il est planté pour ce côté-là, cette représentation-là de la mort, je trouve ça intéressant. Et puis c'est un film, c'est un film sur l'amour, sur machin, mais un peu trop lisse, trop. Tu dis l'amour, toi ? Moi, je dis la mort. Hein. La mort et l'amour, les deux. mais en tout cas, t'es vraiment drôle. Et ce que j'allais dire, tu dis que c'est trop lisse, mais vraiment, c'est typiquement le genre de romance que les Américains. Ah bah bien sûr. adorent. C'est là où je bien dis sûr. c'est formaté pour être un film à Oui. succès dès Ah le début, oui. c'est vraiment pensé pour ça. C'est terminé pour les films à thème. Avant de vous quitter, on va annoncer le thème du prochain podcast. Camille, tu nous annonces le thème du prochain podcast ? Les films sur le doute. Voilà, c'est le doute, c'est très large et en même temps très précis. Ça peut Je pense qu'il faudra peut-être un petit peu de temps pour réfléchir à bien choisir quelque chose, enfin comme n'importe quel thème, hein. Mais ça me parle vraiment beaucoup. C'est très d'actualité, le doute. On est dans une période de doute extrême, que ça soit d'un niveau national, mondial, mais aussi, je pense, personnel. Les films sur le doute, ce sera dans 2 semaines. En attendant, c'est fini pour Blackout épisode 2. Blackout, le podcast que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Et on compte sur vous pour être là, pour amener du monde, pour partager l'émission. Et à dans 2 semaines.